Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pas de test de chaussures. On essaie quelque chose de nouveau. Un tutoriel pour vous aider à choisir les bonnes chaussures. Quand on choisit une nouvelle paire, on parle souvent d'amorti, de durée de vie, de retour d'énergie. Et il y a un paramètre qui revient souvent, mais qui est mal compris, le drop. On va donc faire le point pour vous aider à décider. Pour ça, on va vous dévoiler les résultats de l'une des seules études scientifiques sur le sujet. Alors, quel drop choisir pour éviter les blessures ? C'est parti. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. Qu'est-ce que le drop ? Ce terme nous vient de l'anglais, heel to toe drop, littéralement l'inclinaison entre le talon et les orteils. Le drop correspond donc à la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied dans une chaussure de running. Concrètement, si une chaussure mesure 36 mm au talon et 28 mm à l'avant, comme la Saucony Ride 19 ici à l'écran, alors son drop est de 8 mm. Plus le drop est élevé, plus le talon est surélevé par rapport à l'avant du pied. D'où vient le drop ? Historiquement, les premières chaussures de running étaient quasiment plates. Le drop est apparu dans les années 1970, notamment avec la Nike Cortez, popularisée par Steve Prefontaine. À partir de là, les chaussures modernes ont progressivement adopté des talons plus hauts, modifiant la façon de courir. Impact du drop sur la foulée. Le drop influence la biomécanique du coureur. En théorie, un drop élevé favorise une attaque talon, tandis qu'un drop faible ou nul favorise une attaque médio ou avant-pied. Ce n'est pas un jugement de valeur. Rappelons qu'à l'heure actuelle, aucune étude scientifique n'a pu associer un type de foulée à un risque de blessure plus élevé. D'autre part, le drop ne cause pas la manière dont vous attaquez. Il est possible de talonner avec des chaussures drop 0 et d'attaquer avant-pied avec un drop de 10 mm. Il n'existe pas de drop universellement idéal. On distingue généralement drop 0, drop faible, 1 à 5 mm, drop moyen, 6 à 10 mm, drop élevé, plus de 10 mm. Aujourd'hui, les drops moyens restent les plus courants, mais les drops faibles gagnent du terrain, notamment grâce au succès de Hoka qui propose souvent des drops faibles à 5 mm. On peut également noter Altra qui ne propose que des chaussures 0 drop. Récemment, les marques ont commencé à abandonner les drops élevés à 12 mm. C'est notamment le cas de l'Asics Gel Nimbus 28, de la Mizuno Wave Rider 29 et de la Brooks Ghost 17 qui sont passés à 10 mm. En clair, on n'a quasiment plus de chaussures de running avec un drop à 12 mm en 2026. A l'inverse, la Mafat de Hoka, une chaussure de trail, a vu son drop passer de 4 à 8 mm. Pareil pour la Hoka Clifton 10, qui est passée à 8 mm, alors que la version 9 avait un drop de 5 mm. Enfin, la géométrie de la chaussure influence également la conduite et l'impact du drop sur votre foulée. Par exemple, la Mizuno Wave Rebellion Pro 2 a un drop de seulement 2 mm, mais en pratique, on a l'impression de courir avec un drop de 8 mm, car le pied pivote sur la bosse du talon. Bref, si le drop parfait existait, toutes les marques l'utiliseraient. Ce n'est clairement pas le cas. Que dit la science ? L'étude de référence a été menée en 2016 par Laurent Malissou sur plus de 500 coureurs, comparant 3 types de chaussures. 0 mm, 6 mm, 10 mm de drop. Résultat principal, le drop n'a pas montré d'impact clair sur le risque global de blessure. Cependant, chez les coureurs réguliers, les drops faibles augmentaient légèrement le risque de blessure. Chez les coureurs occasionnels, les drops faibles semblaient au contraire le réduire. Cependant, la validité d'un travail scientifique repose en grande partie sur la capacité à reproduire ces résultats. Or, à ce jour, il n'y a pas eu d'autres études pour confirmer ces résultats, qui restent donc un peu anecdotiques. En clair, on n'a pas assez de données pour trancher définitivement la question. Conseils pratiques pour choisir. Premier conseil, faites confiance à votre ressenti. Si vous courez sans douleur avec votre drop actuel, il n'y a aucune raison d'en changer. Deuxième conseil, évitez de tout modifier en même temps. Si vous testez un nouveau drop, gardez tout le reste identique, notamment la hauteur de la semelle. Si vous ressentez la moindre gêne ou douleur, ne forcez pas
et revenez à votre modèle précédent. Troisième conseil, variez intelligemment. Alterner plusieurs paires de chaussures de running avec des configurations différentes peut réduire le risque de blessure, comme l'a montré une autre étude de Laurent Malissou réalisée en 2015. Enfin, méfiez-vous des dogmes. Drop faible ne veut pas dire naturel ou bénéfique pour tout le monde. Drop élevé ne veut pas forcément dire dangereux. Vous l'aurez compris, aucune configuration n'a prouvé sa supériorité pour éviter les blessures. Le critère numéro 1 reste toujours le même, le confort et votre expérience personnelle. Et vous, quel drop utilisez-vous et pourquoi ? Avez-vous testé différentes configurations ? Dites-nous tout dans les commentaires. On a mis les liens vers les 2 études citées dans cette vidéo dans la description si vous souhaitez explorer le sujet plus en profondeur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on espère que ce nouveau format vous a plu. Si les retours sont bons, on en fera plus à l'avenir. À très bientôt sur Running Lab. Bonne course.